j'étais juste un... Comment dire? J'étais juste un mauvais enfant. Un enfant qui remettait tout en question. Un enfant qui désobéissait, qui ne respectait rien. J'étais vraiment loin d'être l'enfant modèle. Je pense que c'était juste ma façon de penser qui était différente. Mais ce n'était pas quelque chose qui... Mais je n'étais pas encore assez intelligent à ce moment-là pour penser que je devais faire les choses différemment. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois que tu me découvres, je t'invite à embarquer à bord de ce bateau car nous allons effectuer un long voyage très agréable, un voyage au cours duquel nous allons partager des histoires des personnes qui ont marqué le monde, histoires des personnes qui ont fait des prouesses dans leur domaine. Et je suis persuadé que l'histoire de ces personnes-là pourront t'aider. Et chaque lundi, on aura une histoire à partager avec toute cette communauté que nous voulons bâtir afin d'être une génération victorieuse, une génération de vainqueurs. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, tu n'as qu'à faire une seule chose, un seul petit geste. C'est de cliquer juste sur le bouton qui s'affiche où c'est écrit « Abonne-toi ». Et une fois que tu viens de rejoindre la grande communauté internationale. Ensuite, pour ne pas être oublié, je t'invite à faire une deuxième chose, c'est d'appuyer sur la petite cloche qui s'affiche juste au bas de ton écran, qui est la cloche de notification, afin que toutes nos apparitions des lundis, pour ne pas que tu sois ignoré, mais que tu puisses être informé de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Au cours de la semaine, nous allons partager avec vous tout ce qui est astuce de la gestion financière, tout ce qui est astuce de l'entrepreneuriat, tout ce qui est astuce dans la quête d'un emploi. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à faire ces deux choses que je viens de demander. Je pense et je suis persuadé que nous allons bâtir ensemble un avenir meilleur. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire fascinante, une histoire que peut-être tu es en train de vivre ou que tu as déjà vécu. Parce que je suis convaincu que quel que soit ce que tu es en train de traverser en tant qu'entrepreneur, en tant qu'une personne mariée, en tant qu'un commerçant, en tant qu'étudiant ou en tant que salarié, sois-en sûr que quelqu'un d'autre a déjà vécu la même chose. Et c'est pourquoi il est très important de suivre l'histoire d'autres personnes afin de mieux faire, afin de parfaire ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de Francis Ngannou et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à suivre attentivement car chaque détail compte. Et à la fin de cette vidéo, nous allons tirer des leçons. Ensemble, comme je l'ai dit, nous voulons bâtir une communauté des quatre coins du monde. C'est pourquoi si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à la liker si elle t'a plu et à la partager autour de toi, afin que nous puissions former cette communauté-là qui est capable de bâtir un avenir meilleur. Merci d'avoir fait ce geste et nous t'attendons. C'était juste moi et j'ai juste grandi comme ça. Et à chaque fois, j'avais juste mon propre opinion, ma propre façon de faire les choses. Et j'étais l'exemple à ne pas suivre. Beaucoup de parents ne voulaient pas me voir près de leurs enfants. Ils ne voulaient pas de moi dans la famille. Un peu comme si je les intoxiquais avec ma mauvaise façon de penser. Ils veulent que leurs enfants soient respectueux, alors ils ne les laissaient pas traîner avec moi. Ils ne voulaient pas que je vienne et que je propage ces ondes qui, à leurs yeux, étaient mauvaises. Cette curiosité, cette désobéissance, à leurs yeux, j'étais simplement quelque chose dont il fallait à tout prix s'éloigner. Mais avec le recul, c'est comme si toute ma vie avait été planifiée depuis le début. C'est comme si j'étais juste en train de suivre un plan. Et ce, sans même savoir qu'un plan existe.
Vous savez, sans même savoir ce que je fais. Vous savez, et genre, si vous retourniez à un certain moment de ma vie, et que vous changiez juste une chose, alors il y a 80% de chances que je ne sois pas là où je suis aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que j'ai commencé à énormément réfléchir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à imaginer la famille parfaite que je voulais, ou la vie parfaite que je voulais. Et je passais tellement de temps à l'imaginer que j'ai commencé à la construire, à l'ajuster pour qu'elle soit justement parfaite. Et à force d'y réfléchir, j'ai fini par construire cette vision parfaite dans mon esprit. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que cette vision dans mon esprit a fini par se matérialiser dans la réalité. Et donc, à l'époque, quand je n'avais rien, à chaque fois que je vivais quelque chose de difficile, à chaque fois que je me sentais mal, je pouvais m'évader et entrer dans ma propre tête, retrouver cette vision, retrouver cette famille imaginaire où tout est parfait. Ma mère est là, mes frères et sœurs sont là, mon père est là, et tout va bien. Je vais à l'école, je n'ai pas de problème de livres ou de stylos, j'ai tout mon matériel, et tout est juste parfait. Cette vision était la meilleure chose que j'avais à ce moment-là. Donc j'y étais vraiment attaché. Et je l'ai fait évoluer au fil du temps. Vous savez, partout où les gens se rendent, ils essaient de s'intégrer. Vous savez, d'intégrer un groupe, de se faire accepter à l'école ou n'importe où ailleurs. Vous essayez de vous faire un ami. Mais mon propre monde intérieur, à un moment donné, était devenu si vaste que j'ai finalement accepté cette situation. Ça ne me dérangeait plus d'être seul. Ça ne me dérangeait plus de ne pas appartenir au moindre groupe, de ne pas me sentir accepté par les gens. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suffisais à moi-même. J'étais bien avec moi-même. Et je n'ai plus jamais eu besoin d'appartenir à un groupe. Je n'ai plus jamais eu besoin d'avoir un ami. Alors qu'à l'époque, c'est quelque chose que je poursuivais en permanence. Vous aviez quand même des amis à ce moment-là? Non. Parce que j'étais constamment en train de bouger. J'étais tout le temps en train de déménager. À un certain moment, j'étais quelque part, et puis 2 semaines plus tard, j'étais ailleurs. Et donc, je n'avais jamais le temps de me familiariser. Je n'avais jamais le temps de m'intégrer. Et j'étais tout le temps seul. J'étais constamment le petit nouveau qui essayait de s'intégrer. Pareil à l'école. Et à chaque fois, juste au moment où les gens commençaient à se souvenir de mon visage, à se rappeler de qui j'étais, eh bien, je déménageais à nouveau. Non seulement j'étais le petit nouveau, vous savez, quand vous êtes le petit nouveau, mais que vous êtes le gamin cool du groupe, ça va. Vous vous faites rapidement des nouveaux amis. Mais pour moi, c'était l'inverse. J'étais le petit nouveau, mais le petit nouveau qui, peut-être après 2 ou 3 jours à l'école, va être expulsé de l'école parce qu'il n'a pas payé ses frais de scolarité ou parce qu'il n'a pas de cahier, de carnet pour prendre des notes ou parce qu'il n'a même pas de stylo pour écrire. Et donc, à partir de ce moment-là, non seulement tu es l'étranger, mais en plus de ça, tu gênes les gens. Et donc, bien sûr, personne ne veut être ami avec toi. Et c'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. Et donc, je luttais constamment contre ça. Pendant très longtemps, ça m'a affecté. Mais tout a changé. Quand j'ai fini par l'accepter, tout a changé. Quand j'ai fini par réaliser que le simple fait d'avoir cette vision dans ma tête me suffisait pour m'échapper. Et donc à chaque fois que je faisais face à des choses difficiles, j'y retournais. Je traînais constamment dans ce monde que je m'étais créé dans ma tête. Je passe beaucoup de temps à visualiser. Vous savez, genre, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et ça m'a énormément aidé. Jusqu'au point où, à un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'amis. Mais que je n'avais pas besoin d'amis. Je m'en fichais. Je n'ai pas besoin des gens. Et pour certaines personnes, quand vous dites ça, ça sonne un peu triste, vous savez. Sauf que pour moi, c'est devenu ma plus grande force. De ne pas être dépendant. De ne pas dépendre de qui que ce soit. Ou de quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis quelqu'un de très indépendant. Et pour la plupart des gens, ils ne comprennent pas ça. Mais c'est juste ma propre façon d'être. Et s'il y a bien une chose que je refuse de faire, c'est de laisser le jugement des gens influencer ma vie. Vous savez,
il est évident que j'arrive à un certain point dans ma vie où les choses commencent à changer. Et j'ai commencé à devenir le gars qui intéresse les gens. On a commencé à m'inviter un peu partout, on m'invitait à des fêtes, à des événements. Mais je ne me sens jamais à ma place. Je me rends à cette fête et puis je me rends compte que je n'ai plus envie d'y être. Je me rends compte que je n'ai pas envie d'être ici. Au bout d'un certain moment, j'ai juste besoin de m'échapper et de me retrouver dans un endroit où je suis juste seul avec moi-même. C'est comme ça que je me régénère, que je refais le plein. Sinon, j'ai juste l'impression de me faire drainer de mon énergie. Si on remonte 10 ans en arrière, tout le monde se fichait de moi. Et les gens me découvrent maintenant. Et les gens pensent que je joue un rôle. Ils ont des a priori, ils portent des jugements sur moi, ils tirent des conclusions. Non, je suis juste moi-même. Une fois encore, même quand je rentre à la maison et que je suis avec ma famille, j'ai mon propre endroit. Donc il y a des moments où je passe du temps avec ma famille, et puis il y a des moments où je passe du temps avec moi-même. À ce moment-là, c'était notre seule option. À mon grand frère et à moi, de nous rendre dans les mines de sable pour essayer de contribuer. À quoi cela ressemble? Je veux dire, décrivez-nous ce qu'est une mine de sable. Tout d'abord, ce n'est pas un endroit dans lequel on aimerait travailler quand on a 9 ans. Parce que c'est quelque chose de difficile. Vous devez creuser ou pelleter du sable à longueur de journée. Faire tout ce travail difficile, dans les montagnes et... Vous savez, c'est souvent dans des conditions dangereuses. Parfois, il y a des effondrements et des gens en meurent. Donc je veux dire... Ouais, c'est plutôt difficile. Au début, on était juste là pour aider, pour donner la main. On faisait ça un peu tout le temps et... Même si j'étais plus grand et plus fort que les enfants de mon âge, je n'étais pas encore assez fort pour manipuler des grosses pelles de sable à longueur de journée, vous savez. Et à ce moment-là, quel était votre point de vue sur votre vie? Est-ce que vous aimiez votre vie? Jamais. C'est quelque chose que ma famille n'aimait pas à propos de moi. Parce qu'ils avaient l'impression que je les rejetais. Certaines personnes avaient l'impression que je leur reprochais d'échouer parce que En fait, je n'ai jamais accepté cette vie. Tandis qu'à leurs yeux, je me devais de l'accepter. À leurs yeux, je n'étais juste pas reconnaissant. Une chose que je me répétais souvent à l'époque, c'est que si un jour je dois avoir un enfant, je ne veux pas qu'il ait la vie que j'ai eue. Je veux dire, je n'ai pas du tout aimé ça. Vous savez, mais quand même, j'en suis reconnaissant parce que je sais que les choses auraient été différentes si je n'avais pas vécu tout ça. Je ne serais pas là, je ne serais pas ici. Quand j'étais jeune, ma grande question était « Pourquoi ne puis-je pas faire autre chose ? Comme ceci, comme cela, comme devenir un combattant. » Et tout le monde était là, genre « Non, ce n'est pas pour nous. As-tu déjà vu quelqu'un faire ceci, cela ?» Et puis, j'étais là, genre « Je ne suis pas sûr de ce que vous affirmez. Je vais aller le découvrir moi-même. » Vous savez, et personne n'aimait ça. Je savais que mon rêve se trouvait quelque part ailleurs. Je regardais ma vie et je regardais mon rêve. Et je m'attendais à ce que ma vie soit brillante. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. À ce moment-là, j'étais encore à l'école. Ce qui s'est passé après ça, c'est que j'ai quitté l'école, j'ai commencé à me débrouiller par moi-même. Puis je suis arrivé à ce moment où je suis retombé malade. Et j'ai réalisé, à un moment donné, que... Ok, quand mon père est mort, j'avais encore une excuse. J'étais un enfant, j'allais à l'école. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais un adulte. J'avais 20 ans, 22 ans, 24 ans. Et puis je me suis dit genre, ouais, mon père est mort, à la maison. Il n'est même pas mort dans un hôpital. Si la même chose arrivait à ma mère aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, quand c'était mon père, j'avais l'excuse d'être un enfant. J'étais encore à l'école, mais maintenant je suis un adulte, je travaille. Sauf que même comme ça, je n'ai toujours pas les moyens de me payer quoi que ce soit. Je ne peux toujours pas assurer ma propre sécurité, ni celle de ma famille. Et que se passera-t-il quand j'aurai un enfant? Et tout ça commençait vraiment à me faire peur. C'est quand j'ai eu 22 ans que j'ai quitté mon village pour commencer la boxe. Vous savez, parce que je me disais genre, ok, j'ai ce rêve depuis si longtemps. Et si je ne fais rien pour que ce rêve devienne réalité, alors je n'ai qu'à me rendormir et continuer à rêver. Parce que sinon, cela restera toujours un rêve. Donc il fallait que je passe à l'action.
Et puis, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'ai vraiment senti que c'était le moment. À un certain moment, j'ai senti que je ne pouvais plus continuer comme ça. Même le travail que je faisais ne me motivait pas. Toute la journée, je me répétais, mec, combien de temps ça va encore durer? C'est quel genre de vie ça? Suis-je né simplement pour survivre? Est-ce que, à un moment donné de ma vie, je trouverai enfin l'excitation de vivre, de faire quelque chose, d'essayer quelque chose? Et puis, pendant une année, je n'ai rien fait du tout. J'étais le meilleur ouvrier du village, mais je n'étais pas vraiment motivé. Quelque chose se passait dans mon esprit. Alors, au bout d'un certain moment, j'ai juste quitté ce travail. J'ai un rêve. Et j'ai aussi besoin que quelque chose se passe dans ma vie. Je suis simplement épuisé de cette vie, où rien ne se passe. Où je travaille jour après jour, pour aucun résultat. Je ne peux même pas assurer ma propre sécurité. Pourtant, je suis déjà un adulte. Je suis censé être un homme. Et non seulement je ne peux pas prendre soin de moi, mais je suis aussi incapable de prendre soin de qui que ce soit d'autre. Je n'ai toujours pas cette sécurité. Et puis, quand je regarde autour de moi, je vois ces gens qui ont 50, 60 ans. Et ils sont dans la même situation que moi. Ils sont dans la même situation que quand ils avaient 20 ans. 30 ans viennent de s'écouler et ils n'ont jamais évolué. 30 ans viennent de passer et rien n'a changé dans leur vie. Et en fin de compte, vous avez donc décidé de quitter le Cameroun? Dans un premier temps, j'ai d'abord quitté mon village. C'est quand j'avais 22 ans. J'ai déménagé en ville. Et c'est à ce moment que j'ai commencé la boxe. Et j'ai compris très vite que ça pouvait arriver, que ce rêve pouvait se réaliser. Mais j'ai surtout compris que je devais beaucoup m'entraîner, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Pour devenir un athlète, il faut pratiquer. Donc je pratiquais. Pour développer tes compétences, tu dois t'entraîner. Donc je m'entraînais. Mais je savais aussi que rien ne se passerait au Cameroun. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la boxe? Qu'est-ce qui, à vos yeux, faisait de ce sport un moyen d'évasion? J'ai toujours aimé ça, aussi loin que je puisse me souvenir. J'ai toujours été attiré par tout ce qui touchait au combat. Les films, les combats, tout en fait. C'était mon truc. La boxe. Parce que quand j'avais 13 ans, je regardais autour de moi. Je veux dire, un jour ils m'ont viré de l'école et je me suis retrouvé tout seul dehors. Et je pense que c'est ce jour-là que j'étais en colère. Vous savez, genre, je me disais, ok, j'essaye tous les jours de faire en sorte que ça marche. Pourquoi ça ne marche pas, hein? Ça fait des années que je travaille dans les carrières de sable, dans les mines de sable. À chaque fois que j'ai du temps libre, je suis dans les mines de sable, à essayer de travailler, d'obtenir quelque chose. Et pourtant, je suis toujours embarrassé comme ça. Je ne suis toujours rien. Je me sentais tellement gêné. Mais ce jour-là, je suis sorti de cette école et j'étais tellement en colère. J'avais les larmes aux yeux. Je pensais à tout ça et je voyais tous ces gens qui me jugeaient, qui me rabaissaient. Et à ce moment, je me suis dit, ouais, mais ils ne sont pas meilleurs que moi. Ils me regardent comme s'ils étaient meilleurs que moi, mais c'est faux. Vous savez. Et puis, j'ai commencé à essayer de me convaincre que, non, je ne suis pas ce qu'ils pensent que je suis. Je me rendais compte que... Et puis non, je suis encore meilleur qu'eux, mec. Tu sais, le peu que j'ai, j'en connais la valeur. Je l'ai gagné par moi-même. Eux ont juste la chance d'avoir des parents qui peuvent subvenir à leurs besoins. Au bout du compte, je connais les efforts que j'ai dû fournir pour avoir le minimum que j'ai, même si ce n'est pas encore assez. Et je me suis fait cette promesse, de toutes mes forces, au plus profond de mes tripes, que je vais y arriver. Je vais leur prouver. Ils ne peuvent pas continuer à me regarder comme ça. Et tu sais, quand tu es à terre comme ça depuis si longtemps, revenir au niveau moyen n'est pas suffisant. Tu sais, faire simplement ce que ferait un enfant moyen n'est pas suffisant, parce qu'ils ont déjà une image de vous. Et donc, j'avais besoin de faire quelque chose qui allait me mettre dans une situation où ils allaient tous devoir me regarder. Genre, j'ai besoin de prendre beaucoup de hauteur, afin qu'ils ne puissent plus m'ignorer. Et j'ai réalisé que la chose qui me permettrait d'accomplir tout ça, c'était la boxe. J'ai réalisé que la boxe était la chose qui combinait tout ce que je voulais dans la vie. Je me battrais, je ferais du bon travail. Et alors tous ces enfants réaliseront que je ne suis pas sans valeur.
c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir boxeur. Ce jour-là, j'avais 13 ans. Et c'est 9 ans plus tard que j'ai vu pour la première fois une salle de boxe. Pendant 9 ans, ce rêve a continué de vivre en moi et à devenir de plus en plus gros, de plus en plus fort. Et au moment où j'ai cherché une salle de boxe pour la première fois, j'avais l'impression que si je ne trouvais pas de salle de boxe, alors je mourrais. Il n'y avait rien d'autre que je voulais dans la vie à part ça. Et j'ai tout mis en œuvre pour l'obtenir. Et vous avez décidé que vous deviez venir en Europe pour réaliser ce rêve, que vous ne pouviez pas l'accomplir en restant au Cameroun. J'ai lu beaucoup d'histoires disant que Francis Ngannou s'était rendu en Europe sur une seule ligne. Mais ce n'est même pas le début de l'histoire du voyage que vous avez fait, de toute cette énergie que vous avez déployée, de tout ce désir, de toute cette volonté pour y arriver. Parce que vous avez sûrement rencontré tellement d'occasions d'abandonner ce voyage. Oui. D'abord, mon premier rêve n'était pas l'Europe. C'était l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Et puis, si vous aimez la boxe, et que vous vous êtes un minimum renseigné sur la boxe, vous savez que tout se passe là-bas. Vous allez vite découvrir l'histoire de Mohamed Ali, l'histoire de Mike Tyson. Vous allez vite découvrir la rivalité qu'il y avait entre Mike Tyson et Evander Holyfield. Vous allez vite découvrir tout ça. Et tout ça se passe en Amérique. Donc c'est une raison de plus pour aller en Amérique. Mais comment aller en Amérique lorsqu'on habite au Cameroun? Je veux dire, c'est pas possible. Dans un premier temps, je ne peux même pas me permettre de prendre rendez-vous à l'ambassade. Pour faire une demande de visa. Donc ce n'est même pas envisageable. La seule chose qui était plus accessible était peut-être de naviguer, d'immigrer et d'aller en Afrique du Nord pour essayer dans un premier temps d'accéder à l'Europe. Une fois là-bas, vous avez peut-être la possibilité de commencer quelque chose et de construire quelque chose pour peut-être finir en Amérique. Parce que, même lorsque j'ai quitté le Cameroun, c'était uniquement pour la boxe. Je n'avais rien d'autre en tête. Je pense que si ça n'avait pas été pour la boxe, j'aurais préféré rester dans mon pays. Parce que même le concept de vivre sans savoir où je vais, sans savoir si je reviendrai un jour, sans rien avoir sur soi, c'est la chose la plus effrayante qui soit. Je n'avais qu'une seule motivation. C'était de trouver une opportunité pour la boxe. Et le jour où je suis vraiment parti, ça faisait déjà tellement longtemps que j'y réfléchissais, que je me demandais si c'était une bonne idée ou non. Peut-être que je devrais juste rester ici, m'installer, essayer de m'améliorer. Peut-être ceci, peut-être cela. Pendant ce temps, j'avais entendu tellement d'histoires de personnes qui étaient parties depuis des années, des décennies, dont on n'a plus jamais entendu parler. Des gens qui sont potentiellement morts en chemin. Et j'étais là, genre, mec, peut-être que je préfère avoir une vie sans rêve, plutôt que d'avoir un rêve sans vie. Et vous avez toutes ces questions qui vous traversent, et vous débattez avec vous-même. Vous essayez de trouver, vous essayez de prendre la bonne décision pour vous-même. Mais il y a quelque chose en vous contre lequel vous ne pouvez pas résister, que vous ne pouvez pas atténuer. Et c'est votre rêve. Vous arrivez au point où vous réalisez que des gens meurent en poursuivant leurs rêves ou en essayant de les réaliser, mais au moins on meurt pour quelque chose. Et c'est donc la décision que vous avez prise, de risquer votre vie et tenter de vous échapper pour réaliser votre rêve. Pour moi, c'était une décision facile à prendre. C'est une décision que la plupart d'entre nous prennent. Si vous connaissez un peu l'immigration, c'est la décision que tout le monde prend. Vous savez, tous les jours vous voyez ces gens qui ont été renvoyés chez eux ou qui sont juste morts dans l'océan. Ces gens connaissent ces histoires. Ces gens savent ce qu'il en est. Mais ils n'ont pas le choix. Et croyez-moi, ceux qui pensent avoir le choix n'y arrivent pas. Parce que le chemin pour y arriver est si difficile, si effrayant. Quand vous êtes dedans, c'est tellement effrayant que vous devez vraiment y réfléchir à 2 fois avant de vous lancer. Si vous pensez avoir le choix, ne serait-ce qu'un tout petit peu le choix, alors vous ferez demi-tour. Quelle a été la partie la plus difficile de votre voyage ? La partie la plus difficile du voyage était celle de toujours continuer en sachant
que je ne reviendrai peut-être pas. Je suis arrivé en Europe à bord d'un Zodiac. Vous savez, ce genre de petit bateau gonflable. C'était notre bateau. Combien de personnes étaient sur ce bateau? 9. On était 9 personnes. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer alors que vous aviez déjà échoué 2, 3, 4 fois? Le rêve. Et puis je n'avais pas le choix. Je n'avais rien sur quoi revenir. Je pense que lorsque vous vous rendez compte ou que vous arrivez à vous convaincre vous-même que vous n'avez pas d'issue de secours en cas de problème, c'est toujours très difficile, mais c'est un peu plus facile que lorsque vous avez une issue de secours. Certaines personnes ont quelque chose sur lequel revenir, et donc il aurait facile de revenir en arrière. Peut-être qu'ils retournent vivre dans la maison de leurs parents. Alors, pour que ce soit vraiment clair pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, parlez-nous des étapes de votre voyage. Donc vous avez commencé par vous rendre en Afrique du Nord depuis le Cameroun? Oui, alors, j'ai quitté le Cameroun. Du Cameroun, je suis allé au Nigeria, puis du Nigeria à Niger. Ensuite, après Niger, c'est là qu'il faut traverser le désert du Sahara pour arriver en Algérie, au sud de l'Algérie. Ensuite, commencer à traverser l'Algérie et arriver au Maroc. Et puis, à partir du Maroc, c'est là qu'on commence à évaluer les options. Et puis, vous savez, au Maroc, il y a 2 territoires de l'Espagne, à l'ouest. Et ces territoires sont protégés par des clôtures, avec des gardes armés des 2 côtés. Donc, si vous entrez dans ce périmètre, en gros, on peut dire que vous êtes arrivé en Espagne. Mais ce seulement si vous êtes assez chanceux pour ne pas être rejeté au moment de passer. Donc, certaines personnes essayent cette option. Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois, et on m'a toujours rejeté. Mais j'ai cru en l'océan, et j'ai persévéré, encore et encore et encore. Et puis finalement, vous avez fini en France, à être un sans-abri à Paris. Oui, nous sommes d'abord arrivés en Espagne, puis nous avons été envoyés, quelque chose comme 2 mois en prison. Après ça, ils nous ont libérés, et après ça, j'ai avancé en direction de l'Allemagne. Parce que, à l'époque, il y avait les frères Klitschko en Allemagne. La boxe poids lourd. Il y avait la boxe poids lourd principalement en Allemagne à cette époque. C'est donc là que je suis allé. J'aurais préféré aller en Angleterre. Mais, vous savez, même lorsque vous êtes à la base en Europe, pour vous rendre en Angleterre, c'est une autre histoire. Donc pour moi, l'Allemagne était l'endroit où je devais aller. Mais j'étais dans un groupe de personnes et la plupart d'entre elles s'arrêtaient à Paris. Et quand nous sommes arrivés à Paris, j'étais là genre, ok jetons un œil à Paris. Puisque tout le monde parle de Paris, voyons ce que ça donne. Donc je me suis arrêté là. Le lendemain, j'ai trouvé une salle de sport. Puis j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré plusieurs personnes. Et puis, vous savez, en une semaine, j'avais déjà un petit réseau de personnes autour de moi. Puis j'ai commencé à me faire mes propres repères et je me suis dit, tu sais quoi? C'est pas si mal Paris. Peut-être que je peux commencer à construire à partir d'ici. Vous savez, généralement quand vous commencez à faire beaucoup de bruit, on finit par vous entendre. On peut vous entendre de très loin. Et je pense que depuis Paris, j'ai ma chance. Maintenant, il y a une chose que j'ai toujours combattue. Et que la plupart des gens n'accepteront pas. Qui est que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a aidé, que qui que ce soit m'a tendu une main à un certain moment, que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Parce que si vous êtes stupide, les gens peuvent vous aider autant qu'ils le veulent. Vous n'y arriverez jamais, mais ça ne changera rien pour autant. Votre vie dépend seulement de vous. Et la raison pour laquelle je me suis toujours battu contre ça, c'est que la plupart des gens en Afrique, quand je grandissais, pensaient que si jamais personne ne vous tend la main, alors vous ne pourrez jamais devenir quelqu'un. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les gens peuvent vous aider, mais la seule personne qui changera vraiment votre vie n'est personne d'autre que vous-même. À partir du moment où vous prenez cette décision, que vous y mettez vraiment du vôtre, alors votre vie commencera à changer. Maintenant, quelqu'un pourrait tout vous apporter dans la vie. Nous connaissons tous une personne qui est née dans une famille formidable. Une personne qui a tout reçu depuis qu'elle est née, qui s'est fait aider en permanence, mais qui pourtant a quand même fini par devenir misérable.
Tout dépend de vous. J'aime donc m'attribuer le mérite pour ce que je suis devenu. Genre, ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Je donne toujours du crédit à ceux qui le méritent. D'accord? Mais je resterai toujours la première personne que je féliciterai. Parce que c'est moi qui me suis lancé dans tout ça, qui m'y suis mis à un moment donné.